Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel accès direct pour ce mardi 28 mai 2019. Nous sommes, au programme ce soir, Adrien Fumex de la galerie Art by Friends viendra nous présenter La Virée, un projet de promenade artistique dans les rues d'Annecy. Je recevrai ensuite Thomas Sadier, un jeune patron de label de musique, et ensuite Audrey de la SPA de Haute-Savoie viendra nous présenter Louise, un chien à adopter. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du JT. J'ai réussi à m'embrouiller sur le début, c'est pas mal. Alors, Victoria, pour ce soir, on parlera du budget supplémentaire voté par le Conseil départemental de Haute-Savoie. Oui, un budget supplémentaire de près de 50 millions d'euros, ce qui porte le budget définitif à 971,5 millions d'euros. Le Conseil départemental de la Haute-Savoie était réuni ce lundi pour adopter ce budget et valider les comptes de l'année 2018. On verra un reportage de Camille Rivollet. Et puis, premier épisode de notre série de la semaine. On ouvre cette série sur la bicyclette, une série tournée par Jean-Paul Crespi qui s'est intéressé à plusieurs amoureux du vélo, et on verra un premier reportage sur un cadreur du côté de la mode Servolex. On enchaîne avec notre revue de presse et on commence avec une idée originale du côté de la Suède que tu as trouvée. C'est une initiative de McDonald's. Alors Manu nous en avait parlé la semaine dernière. Il nous avait parlé d'une autre initiative de la marque en Autriche qui voulait devenir une véritable maison d'orientation, si on peut dire, pour les ressortissants américains. Et bien cette fois, c'est en Suède que la chaîne de fast-food américaine a lancé une initiative. Alors très certainement pour se donner une image un peu plus écolo. Elle a en effet décidé d'installer des ruches sur les toits de ses restaurants. Et on le voit, ces ruches sont évidemment de mini McDonald's. Donc c'est les plus petits McDonald's jamais construits, avec pour but évidemment de participer à la protection de ces abeilles qui sont, on le sait, de plus en plus menacées. Et donc c'est une information que j'ai trouvée sur le site lematin.ch. Et puis une information qui va dans le bon sens envers les pères de famille. Oui, on reste chez nos voisins suisses avec le député Romain de Sainte-Marie qui veut obliger les cafés-restaurants à offrir aux pères un espace pour changer leurs enfants. C'est une idée pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi les tables allongées sont plutôt installées dans les toilettes des femmes et pas dans ceux des hommes. Eh bien, le député socialiste a introduit ce nouveau projet de loi et il prend pour exemple son expérience de jeune papa. C'est ce qui l'a conduit à saisir le Grand Conseil et donc à proposer par exemple de mettre en place des salles neutres pour installer les tables allongées accessibles aux papas comme aux mamans. Donc là, c'est une info de la Tribune de Genève. Et on va rester en Suisse. Oui, avec là aussi un député qui sont décidément sur tous les fronts, nos collègues helvétiques, puisque Guy Métan, député au Grand Conseil genevois, a lui déposé un projet de résolution au Parlement cantonal pour interdire l'exportation en France du LBD, le lanceur de balles de défense de fabrication suisse, qui est mis en cause notamment par les Gilets jaunes lors des affrontements avec les forces de l'ordre chaque samedi de mobilisation. Le LBD est en effet fabriqué par l'entreprise bernoise Brugger & Thomé, et le parlementaire du Parti démocrate chrétien demande au gouvernement suisse de s'appuyer sur l'ordonnance sur le matériel de guerre qui prohibe l'exportation d'armes s'il y a de forts risques que ce matériel soit utilisé contre la population civile, ce qui est apparemment le cas, en France. Pour justifier sa demande, Guy Métan s'appuie sur des centaines de blessures irréversibles à la tête et aux yeux qui ont été constatées par ce lanceur de balles qui a touché beaucoup de gilets jaunes. On passe à un tout autre sujet, on va parler du loup. Oui, puisque c'est officiel, la France compte désormais 500 loups sur son territoire, un chiffre qui est en nette progression ces dernières années. Selon les scientifiques, c'est le seuil minimum de viabilité de l'espèce en France qui a été atteint. C'est aussi un objectif du plan loup du gouvernement, ce seuil de viabilité. Donc ce plan qui consiste à assurer la viabilité de l'espèce en France tout en protégeant mieux les troupeaux et les éleveurs. Cette nouvelle de 500 loups n'est évidemment pas une très bonne nouvelle justement pour les agriculteurs qui sont assez inquiets. Il rappelle qu'en 2018, plus de 12 000 brebis ont été tuées après des attaques de loups. Le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures dans les prochaines semaines, dont une qui consiste à augmenter le quota de loups qu'un éleveur peut abattre en cas d'attaque. Depuis le début de l'année, une trentaine de loups ont ainsi été abattus. Merci beaucoup Victoria. Merci, ça va tout à l'heure. En fin d'émission, en fin de première partie en tout cas. On commence cette émission avec notre rubrique dans l'actu. Et j'accueille à présent Adrien Fumex d'Art by Friends. Vous êtes chargé de mission. Bonjour. Oui, c'est bien ça. Bonsoir. Alors vous êtes présent sur ce plateau pour nous parler de La Virée, une nouvelle promenade artistique que vous organisez avec cette galerie Art by Friends. Ouais, donc le projet La Virée, c'est une initiative qui est née il y a 1 an et demi
dans l'idée en fait de développer une balade artistique jalonnée de murales, d'installations créatives entre la zone de Vauvray et le pont de Tasset. Donc l'idée en fait c'est de partir de cette zone industrielle pour développer des murales, de rejoindre la balade du Thiou qui est une balade un peu plus végétale on va dire, et ensuite de rejoindre la zone qui est proche du pont de Tasset. Donc ça commence tout juste cette année, on a développé quelques murales l'année dernière et on continue avec plusieurs initiatives cet été et en ce moment. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce projet? Dans l'envie, c'est impulser le développement de l'art dans l'espace public, donc l'art sur diverses formes, que ce soit mural, installation en volume, et avec tout ce qui est un peu les artistes avec qui on peut les types d'artistes avec qui on peut travailler. Donc dans l'illustration, le graffiti, le street art, le muralisme, le lowbrow, enfin voilà, plein de formes artistiques qu'on souhaite mettre en avant un peu dans un espace public et puis dynamiser hors centre historique Annecy avec de nouvelles initiatives créatives. L'objectif, c'est quoi? Redécouvrir Annecy d'une manière un petit peu différente, notamment des recoins un peu oubliés, mettre Voilà. en valeur certains... L'idée, c'est un peu d'encourager les gens, enfin les Annéciens et les touristes à sortir un peu du centre historique, d'aller voir, de créer un prétexte pour sortir et découvrir un espace dans lequel on n'irait pas forcément voir des œuvres. Et donc de se balader, de redécouvrir Annecy, puis aussi de découvrir de nouveaux lieux, parce qu'au-delà de l'aspect créatif, artistique, l'idée c'est vraiment de mettre en avant des commerçants, des artisans, des gens qui sont présents sur le parcours pour avoir un côté un peu lifestyle, je dirais, voilà, peut-être aller manger un petit burger en même temps que de se balader et puis regarder des œuvres. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça se passe très concrètement? Donc là, on est présentement sur la campagne de financement participatif Ulule, avec on a un objectif de 12 000 € à atteindre. Donc on a jusqu'au 16 juin pour collecter ces fonds. Donc, Vous en êtes où à peu près là? On est pile à la moitié, on a la moitié de la campagne. C'est plutôt donc on bien est parti. c'est plutôt bien parti. Ouais. Et donc chaque personne qui donne une contribution reçoit une contrepartie artistique, ça peut être des posters. Donc là, on est en pleine campagne de financement, mais on est aussi dans la réalisation de plusieurs fresques. On vient de faire une fresque justement qui est pas très loin de ce mur-là, juste derrière le Woodstock Garden, en fait sur la balade de l'Isernon avec un artiste canadien qui a fait une fresque. Il y a plusieurs interventions qui sont prévues entre le mois de juin et juillet. Alors là, on est dans le street art, Ouais. clairement. On est dans une extension du street art, mais ouais, c'est ça. Annecy, on a notre collègue Juliette Vincent-Sény qui avait fait une série justement sur le street art. C'est quelque chose qui a sa place ici à Annecy, dans le bassin annécien. Oui, je pense qu'elle a sa place partout, tant qu'il y a quelqu'un pour porter l'initiative. Après, il y a toutes sortes d'initiatives. Nous, on propose ça. C'est quelque chose de plus, on va dire que c'est fait dans un cadre légal et dans une certaine dynamique de construire quelque chose dans le temps et dans la durée. Donc oui, à partir du moment où il y a des murs, il y a de la place pour développer des murales et puis des installations. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est pas parce qu'on est une petite ville de province qu'on ne peut pas se permettre de peindre des murs ou d'embellir des quartiers qui nous semblent, qui peuvent être arborés des fresques et des créations. Pour en revenir à la cagnotte de financement participatif qui a été lancée, l'argent qui va être récolté, il va servir à quoi? Grosso modo, il va nous servir à financer les cachets d'artistes, l'achat de matériel, parce que souvent il y a des besoins de levage, échafaudage, etc. Et puis c'est essentiellement ça. En fait, c'est plutôt une cagnotte symbolique. On est soutenu par la ville d'Annecy en partie, avec une petite contribution aussi. Donc l'idée, c'est aussi une manière de communiquer avec notre public, de partager le projet, disons que de manière symbolique. Après, ça va être plutôt investissement et puis cachet artiste et peinture. Alors, qui sont les artistes avec lesquels vous avez travaillé? Ils viennent d'où? De quel univers? Alors, il y a des artistes internationaux aussi, puisque vous il y a avez des parlé d'un Canadien. artistes locaux, internationaux, nationaux. On travaille avec des artistes qui viennent de plein de milieux différents. En fait, chacun un peu à son passif. Il y a Brokovich, qui est un des artistes phares du collectif, qui est illustrateur, graffeur aussi. Et donc lui qui est plutôt un artiste local. Il y a des artistes qui sont plus issus de l'illustration et des beaux-arts, avec Isaac Hollande, qui est celui qui a fait la murale au niveau de le passage de l'Isernon récemment. Donc on travaille autant avec des artistes internationaux, locaux,
établis, non établis. On a pu voir aussi la murale de Grams qui a été fait devant le lycée de Forêt, qui lui est un artiste assez reconnu dans le milieu graffiti et puis dans le hip-hop parce qu'il a la double compétence chanson et dessin. Ça a été facile de les fédérer autour de ce projet? Bah, généralement, oui, ils sont plutôt, tout le monde est assez en demande, plutôt en recherche de pouvoir pratiquer son art, surtout quand c'est quelque chose qui peut rester. Il y a une certaine durabilité. C'est une des particularités de ce projet. L'idée, c'est de construire vraiment le projet dans le temps, avec des murales qui soient pérennes, et du coup, de développer un parc d'œuvres durables. C'est sûr que c'est intéressant pour les artistes, surtout et en plus visible et promu toute l'année à travers des cartes et des. C'est un projet qui peut paraître ambitieux de fédérer autour de l'art? Vous diriez pas forcément? Ouais, je dirais pas forcément. Dès qu'on fait de l'art, forcément, ça fédère. Je dirais, dès qu'on développe une activité, une animation culturelle, quelle qu'elle soit, ça rassemble. On peut le voir, on l'a déjà vu en fait avec la création qu'on a fait Passage de l'Isernon. Là, toute la semaine, j'ai suivi l'artiste pour l'assister et on voit l'impact social. Ça fait, et étonnamment, beaucoup de personnes âgées interagissent vraiment avec cette forme d'art, même limite plus que les jeunes, alors que l'artiste est tatoué de A à Z. Donc non, je dirais que l'interaction sociale, la demande et le côté partagé de l'événement fait que c'est très fédérateur. C'est aussi ça la fierté d'arriver à lier du lien, à tisser justement du lien social avec ces fresques? Oui, c'est clairement l'objectif, que ce soit à travers le projet dans son ensemble ou à travers la réalisation d'une fresque dans son quartier. Il y a plusieurs associations qui sont présentes sur le parcours, avec lesquelles on va élaborer des murales, la résidence La Tournette entre autres. Et donc l'idée c'est clairement dans ce cadre-là de fédérer les gens qui habitent sur place. Donc dès qu'on intervient dans leur espace, il y a aussi comment est-ce qu'on va parler avec les gens qui vont passer devant ce mur tous les jours. Donc il y a vraiment cet aspect fédérateur-là et puis considérer, intégrer et valoriser le quartier et ses habitants. Dernière chose, plusieurs rendez-vous sont prévus tout au long de l'année pour animer et dynamiser cette promenade? Voilà, donc là, en fait, on travaille avec pas mal de commerçants, d'artisans et de restaurateurs qui sont sur le parcours. Donc tout au long de l'année, on va vous inviter le public à venir voir et découvrir des activités chez ses partenaires. Il y a aussi des conférences qui sont organisées à la galerie. Puis le 8 juin, on vous invite au Woodstock Garden. On fait une petite animation un peu qui démarre cette idée d'animation récurrente tout au long du parcours, mais chez des acteurs différents du parcours. Merci beaucoup, Adrien Fumex. Merci à vous. Ouais. À bientôt. Allez, on reste dans la culture avec notre prochaine rubrique. Je reçois Thomas Sadier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du label PTP Records. Oui, c'est exact. PTP pour je pense qu'on ne va pas le dire à une émission de radio de télé. D'accord. Non, c'est quelque chose d'assez trash. Ok. Avant toute chose, avant de voir un petit peu en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est un label de musique? Un label de musique, en fait, c'est une structure qui a pour but, en fait, d'imposer son label. En fait, donc un label, c'est soit un label uniquement de production sonore, donc qui travaille sur le son des albums, soit un label qui a pour but de faire tourner des artistes. Chaque label a un peu son fonctionnement et son rôle dans l'industrie musicale. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, vous, de vous lancer dans cette aventure, d'avoir votre propre label? En fait, j'avais un groupe avec mon meilleur copain quand on avait 18 ans et on a enregistré un album. On a cherché un label désespérément dans toute la France. Et après 27 refus, on a décidé de créer notre propre label. Et donc, ça a commencé en 2011 et en 2015, on a vraiment eu une structure dédiée à ça. Alors, à quoi ça ressemble une journée de patron de label de musique? Eh ben, faut s'occuper de la promo, donc arriver à trouver des articles pour des groupes que peu de gens connaissent, donc c'est assez difficile. Il faut également s'occuper de trouver des concerts, organiser des événements et faire en sorte que les artistes travaillent entre eux. Aujourd'hui, vous avez combien de groupes d'artistes qui sont labellisés PTP? Alors, nous, on en a à peu près une vingtaine, mais on est un label assez particulier, parce qu'en fait, on est un label qui a pour but d'aider les artistes en développement. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui... C'est tout à votre honneur. Merci. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent en fait et qui ne savent pas comment on enregistre, comment on mixe, comment organiser un concert, comment faire une vidéo, un clip. Donc nous, on est là pour les aider. Donc on prend des groupes vraiment débutants et on leur offre un enregistrement de 7 morceaux en général, ce qu'on appelle un EP. Contrairement aux albums qu'on appelle des LP. Et donc ces 7 titres, on les enregistre, on fait le mixage, le mastering. Souvent, on s'occupe de la pochette, vu qu'on a plusieurs graphistes avec lesquels on travaille. Et voilà, on leur organise ce qu'on appelle une release party, c'est une soirée de lancement,
où on essaye de faire connaître cet album, cette EP auprès du grand public. C'est quoi l'état d'esprit de PTP Records? Alors nous, on cherche à être un peu le plus original possible, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de développer des projets déjà au Savoyard principalement, et le plus originaux possible. Est-ce qu'il y a des critères pour entrer dans votre label musicaux, au niveau de l'univers musical, au niveau de la personnalité? Ben nous, en fait, on prend à peu près tous les styles de musique, ça va du métal expérimental à la musique indienne. Donc, faut être au Savoyard, sympathique et vouloir bosser avec nous. Il y a de quoi faire ici, en Haute-Savoie, en termes de groupes de musique en développement naissant? Ah oui, il y a énormément, il y a une grande création en Haute-Savoie. Et le gros problème, je trouve, dans notre région, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui commencent mais qui ne savent pas où aller. Donc les groupes s'arrêtent très vite. Et nous, c'est un peu ce qu'on aimerait empêcher, c'est de faire en sorte que les groupes continuent sur le long terme. Qu'est-ce que vous recherchez très précisément chez un artiste quand vous le rencontrez? Ben déjà, que ce soit quelqu'un de sympa. Parce que c'est dur de bosser avec des gens qu'on ne supporte pas. Et puis surtout qui veuillent vivre une aventure artistique et musicale avec nous. Vous êtes vous-même musicien. Oui. Ce label, qu'est-ce qu'il vous a apporté dans votre carrière? Et ben, il m'a permis déjà de comprendre des styles de musique que je ne maîtrisais pas à la base, comme la musique électronique ou le métal. Et ça m'a permis d'apprendre énormément en trifouillant les sons et en travaillant avec d'autres artistes. Pour en venir à vos groupes, alors vous avez dit essentiellement des groupes en développement. Qu'est-ce qui est le plus dur justement quand on se lance dans la musique? Le plus dur, c'est de trouver une identité artistique, donc de savoir où est-ce qu'on veut aller. Sortir du lot? Sortir du lot, qu'est-ce qu'on veut montrer et tout ce qui va autour. Souvent, les artistes ne savent pas, maintenant il y en a de plus en plus, mais normalement les artistes ne savent pas beaucoup s'enregistrer ou ne savent pas travailler leur son. Donc notre but, c'est vraiment de leur apporter un son qui leur plaise et qui permette d'être commercialisable face aux autres groupes. Comment ça se passe, l'aventure PTP, là, depuis maintenant donc, 4 ans? Ça fait depuis 2015 vraiment qu'on a une structure et qu'on organise des événements. Donc on a organisé beaucoup de concerts. Et nous, ce qu'on aime vraiment faire le plus, c'est mélanger les disciplines. Donc on fait beaucoup de ciné-concerts, où on mélange le rock et le cinéma, ou des mélanges entre expos, concerts. Est-ce que vous acceptez tous les types de textes? Ou alors là, est-ce qu'il y a un petit peu de censure dans... Non. Non? Ça fait pas partie du jeu? Non, c'est pas partie du jeu. Il faut que les artistes soient libres de s'exprimer. Pour en revenir à ce que vous disiez, c'est quoi l'identité des groupes savoyards, des groupes haut-savoyards ici? Comment on peut les caractériser? Alors il y a une très vaste identité musicale ici. Il y a beaucoup de groupes de reggae, beaucoup de groupes de rock. Il y a beaucoup de groupes de chansons également. Donc en Haute-Savoie, il n'y a pas vraiment une identité claire et définie. Comme par exemple, si on pense à Bordeaux, on pense au rock avec Nord Désir. En Haute-Savoie, c'est l'avantage qu'on a. On a vraiment un monde musical extrêmement vaste. Dans la musique, vous recherchez quoi? La liberté? La liberté? Vous l'avez trouvé aujourd'hui? Peut-être. Merci beaucoup, Thomas Merci Sadier. à vous. Bon courage, bonne continuation Merci. pour PTP Records. Longue vie. Puis on espère qu'on aura l'occasion de voir des artistes labellisés PTP Records. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. On passe notre troisième rubrique avec nos amis les bêtes. Alors, petit changement, je crois, dans l'oreillette. Vous pouvez venir, madame. Je peux venir? Monique, vous êtes assise, Orson. accompagnée d'Orson. Voilà. Il y a eu un petit changement de dernière minute. Alors, Oui. qui est ce chien? Eh ben, Orson. c'est aussi un petit sauvetage d'Espagne, mais celle qui devait venir avait tellement peur qu'on s'est dit ici. Vous pouvez vous asseoir. Vous me dites quand ça commence? On est en direct, là, on est en direct. Bon sang. On est en direct. Viens là. Alors, Orson, racontez-nous un Orson, petit peu son viens histoire. là. Viens là, mon petit bébé. Chien espagnol, c'est bien ça? C'est un petit podenco miniature. Donc il a 1 an et demi. Il est arrivé avec 5 de ses confrères samedi d'Espagne. Et voilà, on voulait le présenter pour lui donner une petite chance. Bien qu'en principe, nos petits sauvetages d'Espagne, ils sont très vite adoptés. Et on devait présenter Louise, qui est une grande podenca, avec une patte un petit peu abîmée, ce qui ne l'empêche pas de marcher. Malheureusement, comme je vous le disais, elle avait tellement peur. On peut la voir en photo, Louise. Ah bah la alors, voilà, dites-nous la un voilà. petit peu ces chiens, ils arrivent d'Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est leur histoire? Alors, en réalité, c'est des sauvetages. Donc, c'est des chiens il y a beaucoup de chiens errants en Espagne, qui sont récupérés dans un refuge à Alicante, et un refuge où il y a 200 places, et bien souvent, c'est archi plein, bien sûr. Donc, vous pensez qu'il y a souvent des euthanasies. Et à Barcelone, il y a une association qui essaye d'en récupérer le plus possible pour les redistribuer, y compris en France, et où elle peut. Voilà. Alors, Orson, il a quel âge?
Orson, il a 1 an et demi. Encore tout jeune. C'est un petit bébé, un Quelles gros sont bébé. ses qualités? Alors, on voit qu'il a un petit peu apeuré, mais Bah, ça c'est va pas durer longtemps. normal, c'est normal. normal. Hein. Mais bon, ils sont. Bah, ses qualités, vous voyez, il est gentil, il est. Les chiens d'Espagne sont toujours très gentils. C'est des chiens qui sont souvent très craintifs. On ne connaît pas toujours leur passé, bien que lui, il est encore tout jeune. Mais c'est des chiens qui ont vraiment besoin d'être chouchoutés. Comment on peut expliquer qu'il y ait autant de chiens errants en Espagne? Ça, c'est l'Espagne. Hein. C'est dans le. Ils sont pas du tout. Dans la culture? Oui, je pense que. Donc, regardez comme Louise, qu'on a vue tout à l'heure, c'est une chienne qui a dû avoir une fracture étant tout bébé. C'est la 2e fois qu'on a un chien comme ça, qui s'est consolidé parce qu'elle n'a jamais été soignée. Donc, bah, maintenant, elle boite, mais bon, ça ne l'empêche pas de marcher, mais on ne peut plus rien faire, quoi. Alors, vous me disiez tout à l'heure en arrivant, généralement, ces chiens qui arrivent d'Espagne, ils n'ont pas trop de difficultés à être adoptés? Non, assez facilement, je reconnais. Bon, on essaye de prendre des races un petit peu d'Espagne, c'est-à-dire bon, des galgos, des matins espagnols. Donc cette fois-ci, on a eu pratiquement que des podancas, des podancos pour les mâles. Mais en principe, ils partent bien, oui. L'été arrive là, on sait que c'est une période que vous appréhendez forcément au sein des SPA, Voilà. avec son lot d'abandon. Alors, on ne peut pas dire. Il y a des étés, oui mon petit père, assieds-toi. Il y a des étés où il y a beaucoup d'abandons, d'autres où il y en a moins. Les abandons, vous savez, c'est un peu toute l'année finalement. Hein. Il n'y a pas forcément un pic au niveau de l'été? On n'est pas dans une région urbaine. C'est dans les grandes villes qu'il y a plein d'abandons. Chez nous, bon, il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est moins dur que dans les grandes villes. Alors j'imagine aussi que vous multipliez les campagnes anti-abandon. Ah bah, bien sûr. Ça porte ses fruits ici en Haute-Savoie et en Pays de Savoie d'une manière générale? Écoutez, les abandons, il y en a. On ne peut pas dire le contraire, mais comme je vous disais, on n'en a pas des centaines sans arrêt. On essaye, oui, on fait des publicités, on essaye de faire des croisades contre l'abandon, comme toutes les associations. Hein, mais est-ce que ça porte ses fruits ou pas? Difficile à dire. Alors Orson, il est arrivé quand, vous m'avez dit? Samedi soir. Samedi soir. Si les gens qui nous regardent sont intéressés, comment est-ce qu'il faut faire? Ils seront directement sur place? Alors, il faut se rendre à la SPA, bien sûr. Donc, pour le moment, on attend jusqu'à la fin de la semaine pour les faire adopter, qu'ils aient le temps quand même de prendre leur marque. Voilà, forcément. Par contre, rien n'empêche de les réserver. D'ailleurs, sur les 6, il y en a déjà une qui est réservée. Et sinon, voilà, bien sûr, il faut venir à la SPA. Puis Donc, sinon, vous pouvez les voir sur Facebook, ceux qui veulent les Orson, voir. Louise, rendez-vous sur Facebook pour les voir. Et puis on espère qu'ils trouveront Regardez comme il est gentil. Regardez, ouais, il est tout calme. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement, je ne sais pas, j'ai pas eu l'information, est-ce que vous avez des nouvelles des derniers chiens qui sont venus sur notre plateau? Alors, je ne sais plus. Flock, malheureusement, non, il est encore là. Et qu'est-ce qu'il y avait après Flock? Je ne sais plus qui c'est qu'il y a eu après Flock. Mais oui, le dernier, il n'y est plus au refuge. Ah. Il n'y est plus. Voilà. Une bonne nouvelle. Mais je ne sais plus qui c'était. En tout cas, on souhaite bonne chance à Orson. On espère qu'il trouvera rapidement un maître ou une maîtresse Bah, on le qu'il souhaite mérite aussi. en tout cas. Et puis, merci de votre aide. Ah bah, c'est gentil. Merci beaucoup, Monique. Bonsoir. Bonsoir, je vous invite à rejoindre la régie. Merci. Et Victoria est de retour pour le rappel des titres. On fera notamment le point sur le budget complémentaire de Haute-Savoie. Le budget supplémentaire, effectivement, qui a été voté ce lundi. Camille Rivollet était sur place et elle nous en dira plus dans le journal. Puis en cette période de Tour d'Italie, Jean-Paul Crespi a souhaité rendre hommage à la bicyclette. Et oui, avec une série consacrée donc à la bicyclette que nous ouvrons ce soir avec un cadreur, une rencontre donc signée Jean-Paul Crespi que nous verrons. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. À tout de suite.